Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode. Je pense que c'est le sixième épisode, accompagné toujours avec Guillaume. Ça va, tu vas bien Guillaume? Hello tout le monde, c'est Lomar. Ouais, ça va nickel, super. Parfait. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble tous les débuts, on va discuter encore plus sur nos expériences sur Amazon. Comme d'habitude, on va traiter sujet e-commerce, Amazon, développement, mais aussi on va voir ensemble c'est quoi aujourd'hui la chose qui va aussi vous permettre d'aller chercher plus de résultats, plus de discipline. Et aujourd'hui, Guillaume, toi de ton côté, ça fait à peu près 4 ans que tu t'es lancé sur Amazon. Toi de ton côté, si tu peux nous dire à peu près, c'est quoi la chose qui t'a permis de passer d'une personne qui veut se lancer sur Amazon à une personne qui a euh, débloqué certains produits, débloqué plusieurs ventes, mais aussi qui se dit, bah, en fait, je me mets à 200% sur ce business, ça fonctionne, let's go, quoi. Ok. Bah, du coup, ça fait plutôt 6 ans, pas 4 ans. Mais du coup, Si- c'était plutôt 2019 à peu près. C'était, je crois, en mars 2019. Et Ok? encore une fois, pour l'anecdote, pas mal de personnes savent que moi, j'ai bossé du coup à peu près 7 ans chez Decathlon. J'ai fait toute ma carrière de jeune salarié du coup chez Decathlon, où j'ai bossé du coup en intérim, CDD, CDI, cadre. Donc, j'ai fait un peu les échelons classiques, mais toujours dans la branche e-commerce. Donc, moi, du coup, je suis un passionné d'e-commerce et à l'époque, ouais, quand je me suis lancé, on en a déjà parlé un petit peu, mais j'avais acheté du coup une première formation en ligne sur un forum ou sur Facebook, je sais plus trop. Et du coup, j'ai commencé par des livres d'occasion aussi. Donc, c'est une niche aussi qui est un peu sentimentale, un peu nostalgique pour moi. Donc, la première chose, c'est que le business Amazon, il n'était pas aussi connu à l'époque. En tout cas, il y avait beaucoup de moins de monde dessus. C'était aussi, je pense, un peu plus accessible dans le sens où il y avait moins de restrictions, moins de normes, etc. Mais voilà, quand tu es entrepreneur en ligne, il faut toujours s'adapter au marché et évoluer. Mais pour moi, il y a autant d'opportunités sur Amazon à se lancer aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Donc là-dessus, Mhm. c'est pas un souci. Euh, mais à l'époque, effectivement, ouais, quand j'ai démarré, du coup, je crois qu'on avait déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière où je parlais un peu de mon parcours, etc. Mais j'ai commencé du coup avec une petite formation en ligne que j'avais acheté, je crois, 250 ou 300 euros, où je pouvais du coup vendre des livres d'occasion sur Amazon. Et donc, encore une fois, j'allais du coup chez des Emmaüs, et encore une fois chez des épiceries solidaires, l'Armée du Salut, j'allais dans des entreprises de déstockage comme Noz, Stocomanie, dans des Stock Plus, des choses comme ça, vraiment des boutiques de déstockage. Et j'allais aussi dans des librairies, des anciennes maisons d'édition, enfin, j'allais partout, partout, partout où est-ce qu'il y avait des livres. Tu dépensé combien d'heures là-dessus du coup? Je sais pas, c'est même pas en heures, c'est en jours, je crois. J'ai fait, pour l'anecdote, j'ai fait une sorte de calcul sur mon Seller MP, donc l'outil d'analyse de rentabilité, où en gros, tu vois le nombre d'asines analysées depuis que tu as ton compte Seller MP. Alors moi, Seller MP, à l'époque, ça existait, mais je l'utilisais pas. Quand j'avais commencé sur Amazon en 2019, je vais analyser uniquement les produits avec l'outil calculator de Amazon Seller, Amazon. tu vois. Ok. Ouais, d'Amazon Seller. Donc en gros, tu mets ton achat, le prix par rapport à Amazon, et il te fait un calcul, mais c'est pas hyper précis. Il n'y avait pas la TVA, il n'y avait pas le prix d'achat. Enfin, c'était pas hyper précis. Mais du coup, j'ai acheté des livres entre 0 et 5 euros et je les revendais entre 15 et 50, 60 euros selon les bouquins. Mais du coup, c'était vraiment la rate, quoi. Tu vois, je prenais pas en compte mes cotisations, ça. Enfin, je faisais un peu comme un bourrin. Mais en tout cas, ça m'a permis de me lancer. Et donc, j'utilisais pas du tout Seller MP. Et pour revenir à Seller MP, je crois que là, je suis autour des 17 000 produits analysés, tu vois, sur les différentes années. Donc, ça fait quand même pas mal Un d'heures de paquet. travail. Ouais. Et si je prends, enfin, si je, il faut que je refasse le calcul précisément. Mais en termes de sourcing, tu vois, si je reprends les produits et que je prends ne serait-ce que 5 minutes par produit, ouais, ça me faisait du coup une soixantaine de jours de sourcing non-stop, tu vois, 24 sur 24. Donc, ça fait du coup pas mal de sessions de sourcing. Et mais quand j'ai commencé à l'époque, ouais, j'allais du coup en magasin, et j'allais du coup le soir après le travail, parce que je finissais entre 17 et 18, donc il me restait encore 1 heure de sourcing. Je faisais que du magasin, que du magasin, que du magasin. Pendant 2 ans, j'ai fait que du magasin, zéro en ligne, parce que je savais pas qu'on pouvait faire du online arbitrage sur Amazon. Et du coup, j'allais en magasin avec mes gros sacs de courses, Intermarché, Super U, etc. J'allais en magasin, j'ouvrais mon seller et du coup, je scannais, voilà, jusqu'à la fermeture ou jusqu'à temps que j'en avais marre ou que j'avais mal au cou, tu sais, de scanner les livres comme ça, ou mal au dos. Et je me rappelle encore pour l'anecdote, j'ai usé pas mal de pantalons et de jeans et de jogging à force d'être à genoux ou accroupi dans les magasins, tu vois. Parce que quand tu vas chez Emmaüs, en général, c'est des entrepôts et des vieux magasins avec un sol
un peu comme un entrepôt, Paillasson, ouais. c'est vraiment du coup salissant, ouais, et Ouais, c'est salissant, t'as de la poussière qui s'accumule parce que c'est des magasins qui sont pas hyper entretenus comme si t'allais chez Ikea ou autre. Et donc forcément, tu vois, j'avais des trous dans mes jeans limite quand j'ai commencé parce que bah, quand tu t'accroupis et que tu te mets à genoux 2 ou 3 heures par jour, bah, forcément, au bout d'un moment, ça laisse des séquelles. Mais c'était drôle, tu vois. Et donc après, je passe en caisse et je ressortais avec mes 200 300 € de livres, avec mes petits cabas, avec mes gros sacs de courses à la Intermarché. caissière qui te regarde bizarrement en disant Ouais, qu'est-ce qu'il la fout. caissière qui me disait, eh ben, c'est pourquoi? C'est pour revendre, c'est pour votre famille, vous êtes un gros lecteur, parce qu'il y avait je mettais des piles de livres sur le tapis, tu vois. Mais en général, oui, quand je disais que c'était pour revendre, il y avait pas de souci et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mais après, quand tu scannes aussi en magasin, tu as beaucoup de personnes qui te disaient, mais qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces livres? C'est quoi votre application, etc. Mais j'ai jamais eu de retour bizarre ou Ok, négatif, donc c'était toujours yes. cool de le faire, tu vois. Et encore une fois, moi, ce que je conseille aussi aux gens qui regardent cette vidéo, c'est que si vous faites du retail arbitrage, donc du sourcing produit en magasin, que ça peut être chez des grandes surfaces ou des magasins, du coup, où vous pouvez acheter des produits, n'hésitez pas en fait à laisser vos coordonnées directement. Moi, je m'étais fait des petites cartes de visite sur VitasPrint, c'était VitasPrint, je crois, le site à l'époque. Et en fait, tu payes peut-être, je sais pas, une quarantaine d'euros pour imprimer 200 ou 300 cartes de visite avec tes coordonnées, ton adresse mail, ton activité, le type de produit que tu achètes. Et alors, bien sûr, hein, sur 100 cartes de visite, vous n'allez pas avoir 100 coups de téléphone comme quoi il y a des produits à vendre, etc. Mais le fait de maximiser vos chances de laisser vos coordonnées permet après d'avoir des produits en retour. Donc ça peut être hyper intéressant. Et donc moi, je faisais ça. Et puis dès qu'il y avait des palettes de promotion, des gros destockages de livres, des gros arrivages d'anciennes maisons d'édition, et ben du coup j'y allais avant tout le monde. Je passais mes après-midi à scanner ou je prenais rendez-vous pour le samedi suivant pour aller du coup dans l'entrepôt et scanner. Et puis on est comme ça, quoi. Donc c'était une bonne anecdote. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, du coup, j'ai commencé à travailler plutôt avec des grossistes de livres, Du online? d'autres maisons d'édition, plutôt du online, ouais. Parce Ouais. que le magasin, c'est fatigant. Et puis encore une fois, il peut y avoir des super promotions, mais tu es soumis aux horaires, tu es soumis du coup donc aux horaires d'ouverture, aux clients qui sont autour de toi. Des fois, tu as même les vendeurs en rayon qui viennent te demander ce que tu fais. Même si encore une fois, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça, c'est toujours un facteur clé. Et puis, ouais, si tu finis ta journée de travail à 18h, 18h30, que tu vas en magasin et qu'il te reste plus une heure pour sourcer, bah, t'es un peu limité, tu vois. Raison Hmm. pour laquelle le online te permet en fait bah, d'avoir un créneau horaire beaucoup plus large pour travailler, En parce plus, qu'on tu a as une beaucoup de élèves accessibilité. qui, T'as dit quoi? ouais, Ouais, t'as le catalogue en direct en fait sur le site. c'est ça. Et surtout nos élèves, je sais que la plupart qui se lancent sont salariés et donc aiment bien travailler en général tard le soir, on va dire de 19h à 22h, 23h. Et donc c'est pas ce que te permet de faire du coup le retail arbitrage donc en magasin, tu vois. Bah, Donc c'est ouais, le online surtout, dans tous les ouais. cas c'est beaucoup mieux. Ouais, bah 100%, mais surtout la partie en fait, quand on va regarder le temps que tu as passé entre le temps et le bénéfice, à un moment donné, tu vois, tu vas voir que c'est pas très rentable. Du coup, c'est pour ça c'est bien pour commencer rapidement. Si c'est très occasionnel, bah, tu peux le faire si il y a des grosses promos. Mais en business aujourd'hui, après, surtout si tu es, comme tu dis, tu es salarié, tu as des enfants, tu veux te caler pour taffer, potentiellement ça va être vers, je sais pas, 21h quand tu as couché les enfants. Bah là, en fait, c'est du online et surtout, tu vois, quand tu fais du business en ligne, c'est aussi pour avoir une certaine liberté de travailler quand tu veux, n'importe où. Du coup, t'as pas cette partie-là, tu vois, physique, quoi. Toi, aujourd'hui, tu penses que c'est toujours rentable de partir à Maüs ou des trucs comme ça ou aujourd'hui, c'est moins rentable, efficace? Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils. Tu vois, il y a pas mal d'outils qui sont très, très performants. Euh, En fait, c'est rentable, mais je ne conseille pas de le faire parce qu'effectivement, avec tous les nouveaux outils qui existent, bon, forcément, c'est la RMP, c'est l'obligatoire pour l'analyse de rentabilité, mais avec les Kipa, les Actorio, les Profit Pass, plein d'outils que tu peux utiliser comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et d'efficacité à aller chercher. Parce que moi, quand je vendais des livres à l'époque, que j'achetais en magasin, que je passais mes week-ends et mes vacances à sourcer, j'étais rentable en termes de bénéfices par commande. Par contre, en termes d'investissement en temps par rapport à la rentabilité la renta que je faisais, je n'étais pas du tout rentable, tu vois. Je sais pas, tu passes 5 heures de ton samedi après-midi en magasin, tu reviens avec 300 € de livres à la revente, ça va te faire du 2500 €. Après URSSAF, etc., parce que j'étais en auto-entreprise, bah, en fait, il te reste quelques centaines d'euros, tu vois. ouais, à l'époque, c'était pas très connu. Du coup,
étais quand même, tu vois, dans ta région, tu as trouvé qu'il n'y a pas énormément de vendeurs. Maintenant, en fait, c'est un peu plus connu, accessible, tout le monde veut faire de l'argent, avoir, tu vois, sa liberté et tout, avoir un complément autre. Et du coup, il y a plus de demandes sur, tu vois, sur l'opportunité, entre guillemets. Du coup, pour moi, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas le bon, tu vois, le bon typo dans tous les cas. Si tu veux te lancer, tu peux faire mieux, beaucoup, beaucoup mieux, tu vois, en faisant du online, avec la bonne strat, avec les bons outils. Mais c'est vrai, tu vois, mais après, quand tu es jeune, tu te dis, vas-y, let's go. En fait, quand tu es jeune, tu attaches, tu me diras, Guillaume, mais tu attaches le temps et l'énergie avec ce que tu gagnes. Tu te dis, de plus en plus, je taffe beaucoup, de plus en plus, je vais en gagner. Mais des fois, si tu taffes d'une manière smart, intelligente, euh, droit au but, tu sais ce que tu dois faire pendant une courte durée, où tu dois être vraiment très, très efficace, bah, tu obtiendras des bons résultats. Et ça, on le voit tu vois, sur les profils très, très jeunes qu'on accompagne aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, cette notion-là, elle est un peu rééquilibrée dans le sens où aujourd'hui, il faut aller chercher une efficience et une efficacité de travail meilleure qu'à l'époque parce que forcément, bah, aujourd'hui, tu dis, c'est pas normal de devoir passer carrément 15 ans sur un seul et même site internet pour chercher des produits. Alors, dans tous les cas, pour faire un disclaimer de base, le sourcing produit, quel que soit l'outil et la méthode que tu utilises, c'est du temps, c'est de la fatigue, c'est du travail. Donc, je veux pas dire que le sourcing produit, c'est facile. C'est du travail et c'est de la régularité à avoir. Par contre, c'est vrai que tu as des méthodes qui permettent quand même d'avoir du coup plus de résultats rapides que d'autres. Et c'est pour ça que le Ouais. retail en magasin fonctionne bien, mais c'est peut-être pas la méthode, en tout cas au début, la plus Bah, efficace et efficiente à ouais. appliquer. Bah, en fait, il y a une différence entre facile et ça fonctionne bien, tu vois. En fait, parce que les gens, en fait, quand ils se lancent sur du retail, ils disent, vas-y, je vais aller au magasin. Alors, j'ai vu quelques vidéos où des gens vont à Carrefour et ils scannent des produits ou à Action ou Nose. Et du coup, je me dis, vas-y, let's go, je vais le faire moi-même. Mais en fait, certes, c'est facile en termes de business plan, mais par contre, comme tu dis, en efficiente, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai que je pourrais m'en sortir avec 1 000 € de profit chaque mois avec cette méthode, avec mes conditions, j'ai un job tu vois, de 9 h à 18 h, j'ai un enfant, j'ai machin, machin. Et est-ce que c'est possible? Bah, à la fin, non, en fait. Tu peux essayer toi-même. Tu vas voir que, bah, en fait, pour atteindre 1 000 € de profit, bah, tu vois, il faut quand même énormément de temps. Et ça dépendra de ta région. Il y a plusieurs conditions. Du coup, facile, certes, mais est-ce que c'est efficient? Non. Quand on compare avec le temps. Ouais, ouais, à 100%. Et pour le coup, moi, en l'occurrence, quand je m'étais lancé en 2019, j'avais le temps. Tu vois, j'étais juste avec ma C'est bien. copine, pas d'enfant. Bah, je veux dire, je travaillais 35 heures par semaine en tant qu'intérimaire chez Decathlon. J'avais toutes mes soirées, tous mes week-ends, j'avais des vacances, donc j'avais vraiment le temps de le faire. Et je pouvais me permettre de perdre du temps là-dessus. Tu vois, pas d'enfant, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Et Et moi, je le prenais vraiment comme un jeu, parce que comme tu viens de lancer un business, ouais. bah, c'est un peu une drogue. Tu dis, bah, Un si je vais game, un là, j'ai challenge. une montagne de livres à scanner, et ben c'est parti, tu vois. Et s'il faut que j'y passe 5 heures, j'y passerai 5 heures. Et ça, Et je l'ai fait surtout, pendant 2 ans et c'était très ouais. bien, tu vois. Ouais, et surtout, en fait, tu savais pas que le online existait et on t'a pas dit, en fait, ce discours-là qu'aujourd'hui, qu'on transmet, qu'on dit que certes, tu peux faire ça, mais il y a ces solutions A, B, C et à toi derrière de choisir, mais en sachant les points positifs, les points négatifs. Toi, quand tu t'es lancé, bah, tu disais, bah, en fait, c'est ça le business en vrai, tu vois, c'est ce qu'on m'a montré, entre guillemets, et c'est le cas parce qu'on t'a montré que ça, mais il y a d'autres facettes. Il y a du online, il y a la partie grossiste, il y a le private label, il y a vraiment énormément de choix sur l'e-commerce pour développer ton business. Et chaque modèle, il a ses pour et contre. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tu vois, as plus de choix. Du coup, si aujourd'hui tu avais plus de choix, potentiellement, tu ne seras pas resté dans ce modèle. Et je pense que c'est après que tu as compris que les gens, tu vois, qui font du chiffre, ils font autrement. Et c'est là où tu passais notamment sur du online, quoi. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'après, j'ai acheté différentes formations auprès de différents formateurs. En tout, j'ai dû faire 5 ou 6 académies ou points de formation différents. Et Mm. c'est après que j'ai appris qu'il y avait du online, du wholesale, qu'il y avait du private label, qu'il y avait de l'affiliation avec Amazon. Mais au début, moi, j'étais à 100% focus pendant 2 ans sur mon compte Amazon Seller, sur mes achats de livres en magasin, et bah ça, tu vois. Et donc, j'ai rien fait d'autre pendant 2 ans. Et par contre, enfin, je m'étais fait un schéma, un tableau que j'ai encore d'ailleurs avec, dans ma région et dans ma zone de chalandise, toutes les boutiques qui vendaient des livres neufs ou d'occasion à 60 km à la ronde. Tu vois, j'ai fait une zone 20 km, 40 km, 60 km. Et en fait, j'avais une orga qui était en béton qui me permettait de me dire, bah, si je pars 3 heures de chez moi, je peux faire au moins 5 ou 6 boutiques de livres et revenir le coffre plein. Tu vois, je suis jamais revenu bredouille parce que j'avais une organisation derrière. Et c'est pour ça que je conseille aux personnes qui font du retail d'avoir l'organisation qui permet du coup d'aller en magasin
pour ne pas perdre son temps et savoir quoi acheter une fois sur place. Mm. Et quand tu achètes des livres, c'est aussi en fait, il y a un certain de déblocage de marque et tout, mais il y a aussi en fait, du coup, ça prend pas en considération par exemple le KDP, parce que là aujourd'hui, il y a, tu vois, Amazon KDP, il y a aussi en fait par exemple Amazon, tu vois, Audible, je sais pas comment on l'appelle, mais tu vois, les livres. Maintenant aujourd'hui, il y a plus, tu vois, de choix pour les clients. Du coup, est-ce que ça n'a pas aujourd'hui le marché du retail livre ou pas du tout? Je sais pas, c'est un truc que je fais plus aujourd'hui, mais dans tous les cas, les livres, pour moi, je les catégorise comme un produit euh, dont c'est un besoin pour les personnes, tu vois. Enfin, je dis pas que tout le monde lit, mais il y a des personnes qui vont lire toute leur vie, et donc ça reste un produit qui se vend très bien sur Amazon. Tu vois, les premiers produits qui ont été vendus sur Amazon à l'époque de la Bah création oui, d'Amazon, il y ouais, a pas mal d'années, c'était des livres. ouais. Aujourd'hui, tu vois que tous les gros livres qui fonctionnent très bien, les nouveaux romans, vraiment les best-sellers qui fonctionnent sont sur Amazon et sont après sur plein d'autres plateformes. Mais la lecture, c'est que ce soit sur une tablette, sur Amazon Kindle ou sur un livre physique, c'est un besoin pour la majorité des Français ou des Européens qui commandent sur Amazon. Raison pour laquelle c'est un produit qui va se vendre toujours, tu vois. Hmm. Mais encore une fois, les livres, c'est une très bonne niche. Je la conseille à plein de monde parce que tu peux en acheter à plein d'endroits différents. Et c'est un produit que j'aime bien, même s'il y a des milliards de niches différentes à vendre. Mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais ça peut être une très bonne liste à travailler, ouais. Ouais, après, bah, comme on se disait tout à l'heure, juste avant le podcast, en fait, les niches, il y en a énormément. Quand tu prends des niches qui sont vraiment, voilà, comme on disait, vente des produits pour poissons, des trucs comme ça, en fait, c'est vraiment pour les aquariums et tout. C'est des produits, tu vois, qui sont vraiment très, très nichés. Mais l'objectif, tu vois, sur Amazon, c'est pas de vendre juste le meilleur produit, tu vois, la tondeuse ou la brosse à dents la plus célèbre au monde, tu vois. Mais non, en fait, tu peux faire tu vas prendre ta part du marché. Quand tu prends, par exemple, le marché français où on génère, Amazon, il génère 9 milliards, tu te dis, pour toi, en fait, générer, tu vois, 10K par mois, en vrai, c'est quoi? C'est 0,001, quoi. Tu vois, c'est une toute petite, tu vois, une petite miette, quoi, tu vois, du business Amazon. T'es pas obligé de la prendre, tu vois, sur du gros volume, sur des grosses marques. Tu prends ceux qui fonctionnent pour toi par rapport à ton niveau et tu vas aller chercher du résultat. Quand tu vas en arbitrage sur Amazon, tu viens prendre une part du gâteau par rapport à des marques et à d'autres vendeurs. Et en fait, c'est juste le partage, en gros, de ventes avec d'autres vendeurs. Mais c'est le but de l'arbitrage. Si tu veux être tout seul sur une fiche produit, si tu veux créer ta propre marque et ne pas avoir de concurrent, entre guillemets, sur le même produit, eh ben, encore une fois, crée ta marque, fais du private label et fais autre chose. Mais c'est pas le même business model, effectivement. Ouais. Mais est-ce que toi, de ton côté, tu trouves que le marché, il est beaucoup plus, genre, c'est beaucoup plus facile de se lancer et de réussir sur Amazon, même s'il y a le côté un peu plus complexité, où Amazon, ils ont rajouté beaucoup plus de complexité pour limiter que les vendeurs arrivent. Est-ce qu'en prenant ça en compte, est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances que les gens, parce qu'avant, c'était un peu plus difficile, il n'y avait pas ces outils, l'IA, il y a tout, il y a vraiment, maintenant, aujourd'hui, c'est assez facile à mettre en place. Euh, Est-ce que tu penses que c'est beaucoup moins facile? Comment tu vois les choses aujourd'hui de ton côté, Guillaume? Bah, je te dirais que si on fait, ouais, en fait, ça dépend parce qu'à l'époque, comme tu disais, il y avait peut-être moins de restrictions, mais il n'y avait pas aussi tous les outils aujourd'hui Mm. qui nous permettent d'analyser la rentabilité, de savoir combien tu veux gagner par produit et de comment trouver les produits et à quel endroit, tu vois. Par contre, aujourd'hui, tu as peut-être un peu plus de restrictions au niveau de la concurrence. J'en parle pas parce que c'est une marketplace énorme et pour Mm. moi, si demain tu as 5000 nouvelles personnes qui arrivent, ça va rien changer. Mais pour le coup, pour moi, le facteur qui fait vraiment la différence, c'est ta motivation et la vision que tu veux sur ton business, tu vois que tu te sois lancé à 5 ans aujourd'hui ou dans 5 ans, tu peux y arriver de la même façon qu'un autre vendeur à condition que tu appliques les méthodes qui Mm. fonctionnent et que tu sois régulier sur ton business. C'est pas une activité où tu peux gagner ta vie en 2 semaines en démarrant à 1000 euros. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un métier, c'est une activité professionnelle et c'est pour ça qu'il y a des étapes, des process et de la régularité, pardon, à appliquer sur le long terme pour faire en sorte que ça fonctionne. La recette fonctionne comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc non, non, pour moi, tu peux te démarrer aujourd'hui. Ça fonctionnera aussi bien qu'à l'époque, si bien sûr tu travailles avec les bons outils et de la bonne manière. Beaucoup plus, je rajouterais, genre juste, pour moi, ça me va en fait qu'ils rajoutent de la complexité. Ça enlève aussi, bah, en fait, tu vois, les gens les personnes qui veulent juste faire un braquage, tu vois, un peu à la au dropshipping, et ça professionnalise le business parce que c'est un filtre. Du coup, tout le monde va ne pas réussir, entre guillemets. Par contre, si tu appliques les choses correctement, si tu investis en toi, si tu suis les stratégies, bah là, tu fais toute la différence. Et là, comme on a les bons outils, bah, en fait, ça facilite la tâche pour nous. Et,
Et l'objectif, c'est de, voilà, c'est d'avoir ce combo-là, en fait, avec les bons outils, mais aussi de bien se positionner sur Amazon, avoir une certaine notoriété. Mais ça, pour moi, tu vois, ça facilite encore plus la tâche pour les gens qui souhaitent se lancer. Et que, en tout cas, l'action, c'est ça tu vois, qui est important, quoi. Être dans l'action. Ok, hein. C'est ça que la difficulté, en fait, retire beaucoup de concurrence de base parce que tu as plein de personnes qui vont commencer à vendre, ils vont pas réussir parce que là, il y a un déblocage de marque à faire, j'arrive pas. Là, il y a un minimum de commandes à acheter chez le grossiste ou chez le site en ligne, ah, j'arrive pas. Là, il reste que trois quantités en stock, bon, je n'achète pas. Au final, si tu anticipes tous les problèmes que tu vas rencontrer, eh ben, fais autre chose. Si tu veux faire de l'achat-revente, fais de l'achat-revente sur Le Bon Coin, sur Vinted ou sur Facebook. Là, au moins, tu fais du black, t'es pas imposé. C'est pas un truc que je conseille, mais au moins, si tu veux pas d'emmerde ou de complexité, eh ben, fais ça. Là, tu veux pas un business durable dans le temps. Là, tu veux juste, tu vois, des petits one-shot par-ci, par. Ouais, même pas, en fait, parce qu'en vrai, tu vois, éthiquement, même toi, en fait, si tu fais de la contrefaçon ou autre, tu vois, parce qu'il y en a qui arrivent genre, sur Amazon au mode web, je dis, j'achète en Chine. Est-ce que j'achète sur AliExpress des Philippines? Ouais, non, si tu fais de la création de marque, pourquoi pas, parce qu'après, tu viens certifier le produit aux normes européennes, etc. Mais pour l'achat-revente, pas du tout d'Alibaba, etc. Tu achètes que en Europe, des produits normés, certifiés. Donc là-dessus, il n'y a pas de, Léger. y a pas de souci. Ouais. Yes, bah merci Guillaume du coup pour cette vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets exceptionnellement quelques créneaux que je vais ouvrir pour l'accompagnement. N'hésitez pas à checker le lien, réserver votre créneau. C'est un audit gratuit qui va nous permettre de discuter ensemble, d'échanger, de voir est-ce qu'on pourra vous aider ou pas. Du coup, je vous mets le lien juste en bas. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao Guillaume. Salut la team. Salut. Ciao.